dans Effet de levier. On reçoit aujourd'hui Loïc Sauvage, directeur général de Green City Immobilier. Il va venir m'accompagner afin de pouvoir répondre à toutes les questions au sujet de l'investissement dans le neuf. L'idée aujourd'hui, ça va vraiment être de dégrossir ce sujet-là, de pouvoir vous donner les clés pour comprendre son fonctionnement, comment le mettre en place, pourquoi et dans quelles circonstances il peut être pertinent. Donc je souhaite remercier encore une fois Loïc Sauvage de venir pour ce podcast. Je vais le laisser se présenter directement. Paul, bonjour, merci de m'inviter, merci de me recevoir, bonjour à toutes et à tous. Alors, en quelques mots pour me présenter, donc Loïc Sauvage, tu l'as dit, je suis directeur général associé dans la commercialisation de programmes immobiliers chez Green City Immobilier. Alors un peu plus de 30 ans maintenant que je baigne dans l'immobilier neuf. Donc Green City Immobilier, en 2 mots, nous sommes promoteur immobilier national. Nous proposons des appartements et des maisons individuelles qui sont acquis soit par la clientèle qui souhaite acheter pour habiter, ce qu'on appelle en résidence principale, et la clientèle qui achète dans le but d'un investissement locatif, bien entendu. Voilà notre métier chez Green City Immobilier. Si ça te va, moi, c'est comme ça que j'ai pensé le podcast. Il va se répartir en 2 parties. La première, j'ai relevé toutes les questions qui reviennent très fréquemment de la part de clients ou de gens en général. On va pouvoir répondre à ces questions ensemble, tout simplement pour démystifier tout ce monde qui parfois est pas trop compris ou pas assez bien à mon sens. Et puis ensuite, on passera à quelques cas pratiques pour qu'on puisse donner l'exemple de situation dans laquelle, à mon sens, c'est pertinent d'investir dans l'immobilier neuf. Parfait, Paul. Donc la première question que j'ai relevée et qui est presque très générale, c'est pourquoi investir dans l'immobilier ? En réalité, je pense que c'est quelque chose qu'il faut expliquer aux gens, tous les avantages et les clés, l'effet de levier que ça va générer d'investir dans l'immobilier. Alors, c'est une très bonne question, une question très vaste. Alors, il y aura lieu de distinguer l'immobilier neuf de l'immobilier ancien. Le propos, puisque je suis véritablement spécialisé dans l'immobilier neuf, le propos ne sera pas de mettre de côté l'immobilier ancien. Il y a d'autres vertus dans l'ancien en termes de charme, tout simplement, et d'emplacement. Voilà. Pourquoi investir dans l'immobilier neuf comme ancien? Parce que ça reste un des placements préférés des Français, c'est pas pour rien, puisque pour moi, l'immobilier locatif est un placement sûr, rentable et pérenne. Donc, sûr, pourquoi? Parce que les rentabilités qu'on peut attendre juste entre le différentiel crédit moins loyer, peut être moins loyer, mais rentabilité pure peut être entre 3, 5, voire 6%. Donc, c'est quand même extrêmement intéressant en termes de rendement de l'opération. Aujourd'hui, simplement, on sait que le livret A, il est autour de 1,7%, même 1,7%, que les assurances vie... Oui, c'est ça, il ne fait que baisser. L'assurance vie, selon les contrats, sécuritaires ou pas, il n'empêche que nous sommes entre 2, 2,5, 3, des fois 3,5% de rentabilité. Donc, en termes de rentabilité, l'immobilier locatif revêt un intérêt majeur. Il y a aussi quelque chose sur lequel je voulais rebondir, dont tu m'avais parlé et que je trouve très pertinent à expliquer aux gens, c'est ce système d'impact de l'inflation. Tu faisais la comparaison avec le livret A. L'inflation, elle attaque indirectement les placements financiers puisqu'ils les subissent. Alors que l'investissement immobilier, lui, elle en fait profiter. Complètement, je voulais y venir, bien entendu. Donc, il y a bien sûr le fait que ce soit concret. Je ne conseille pas aux clients d'aller tous les matins voir leur appartement qu'ils ont acheté pour le louer. Mais effectivement, c'est concret, tangible. Quelque part, on ne peut pas me l'enlever. Voilà, donc c'est quelque chose qui sécurise, je pense, les Français. Effectivement, une remarque, je pense, importante, c'est l'inflation. Dans des périodes où l'inflation peut être un peu plus importante, c'est vrai que l'immobilier locatif, comme tout immobilier, prend l'inflation. C'est-à-dire que si l'inflation augmente, le prix de l'immobilier va augmenter. Il en va de même pour les loyers. Les loyers vont augmenter. À la différence d'un placement financier, je ne veux pas dire de mal de placement financier, mais c'est vrai qu'un placement financier, quand on nous annonce une rentabilité, faut-il la déduire de l'inflation ? Tout simplement, alors que l'immobilier profite de l'inflation. C'est vrai que c'est 2 fonctionnements qui sont complètement différentes. Donc c'est vrai que pour moi, c'est extrêmement rassurant d'aller dans l'immobilier. Mais je ne m'arrêterai pas là. C'est-à-dire que l'immobilier, dès que j'achète un immobilier pour le louer, j'ai forcément une assurance d'essai invalidité. Le plus souvent, si je ne prends pas de crédit, c'est encore un autre débat. Mais ça, c'est une assurance majeure pour la famille. Puisque comme j'ai une assurance de prêt, s'il m'arrive malheur, demain, concrètement, l'appartement serait payé, financé, l'assureur va rembourser le crédit à la banque. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que mes ayants droit, femmes, enfants, pourront profiter du bien comme ils l'entendent, soit continuer à le louer,
et tirer une rentabilité, soit le revendre dans la mesure où le crédit sera remboursé. C'est une super protection. C'est une super protection. Voilà. Donc c'est vrai que pour moi, l'immobilier ne cesse de prendre la valeur. Alors, il y a des périodes de fléchissement dans le temps, mais quand on sait que le prix de l'immobilier a été multiplié par 2 en 20 ans, voire par 3,5 sur la région Île-de-France, toujours sur la même période de 20 ans, j'ai pas de sujet au niveau de la rentabilité d'un investissement locatif en immobilier, puisque à côté de cela, on a la plus grosse partie de l'échéance de crédit qui va être payée par un locataire. Donc finalement, j'achète à un prix X, je vais revendre forcément plus cher dans la durée. Alors, toute proportion gardée, il faut bien acheter au bon prix, bien entendu, et dans un secteur géographique où il y a une véritable tension locative. Complètement. Mais si je respecte ces paramètres de bon sens et finalement je sais que la plus grosse partie du financement va être payée finalement par un locataire, je dirais que la boucle est bouclée. Mais je voudrais revenir juste par rapport à l'effet de levier. Tu as parlé de l'effet de levier tout à l'heure. Et l'effet de levier, c'est quelque chose qui est primordial à mon sens dans le cadre d'un investissement locatif à crédit. Contrairement là aussi à la majorité des placements que je peux connaître financiers, quand je joue en bourse, il faut-il que j'ai 100 € pour gagner 100 € ou espérer gagner 100 €, voire les perdre. D'accord ? C'est vrai, puisque j'explique souvent dans une logique un peu plus vulgarisée, c'est de dire en fait, presque l'immobilier, c'est faire travailler de l'argent qu'on n'a pas. C'est exactement ça. On fait travailler l'argent que la banque nous prête. C'est-à-dire que c'est pas une mise que je vais faire de fonds de l'argent que je pourrais avoir placé à droite ou à gauche. Je vais chercher l'argent de la banque pour investir et aller chercher une rentabilité. Et c'est ce qu'on appelle véritablement l'effet de levier, que je ne peux avoir qu'en immobilier locatif. C'est-à-dire que ce n'est pas de l'argent que je vais immobiliser, et je conseille à une majorité de clients potentiels ou de personnes qui nous écoutent de ne pas mettre d'apport. Ça, c'est un élément important. C'est-à-dire qu'en immobilier locatif, dans l'opération. Voilà, parce que cette règle aussi qui fonctionne en immobilier locatif, c'est que l'ensemble des intérêts d'emprunt sont déductibles chaque année dans la limite des loyers. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les intérêts d'emprunt vont me servir à ne pas payer d'impôts supplémentaires fonciers sur les loyers que je vais toucher. C'est une optimisation supplémentaire. Complètement. Donc alors tout dépend de l'âge des personnes que nous rencontrons, bien entendu, et j'irai même plus loin. C'est-à-dire qu'on va proposer d'aller chercher un financement à 100%, voire 110%. C'est-à-dire que même d'emprunter les frais de notaire et si la banque nous suit, les frais d'hypothèque, pour maximiser effectivement ce montant emprunté. Et selon l'âge des personnes que nous avons en face de nous au quotidien, c'est d'aller chercher une durée de crédit de 20 ans ou de 25 ans. Contrairement peut-être au raisonnement qu'on a tous quand on achète et quand on finance notre propre résidence principale. C'est totalement différent. Là, il n'y a pas une logique de profit, il y a ni de rentabilité quand on achète une résidence principale. Je suis assez d'accord avec ce que tu dis, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'immobilier, c'est déjà hyper sécuritaire parce que ça reste un besoin primaire de se loger. Oui. Il y a un manque de logement en France, donc ça pérennise tous ceux qui investissent de manière locative. Je pense que c'est plutôt une force d'avoir une capacité d'emprunt à utiliser et donc, a fortiori, mettre le moins d'apport possible. En revanche, il y a quelque chose sur lequel j'aurais aimé rebondir. Tu disais, l'immobilier a fait x2 en une vingtaine d'années, x3,5 en Île-de-France. Oui. Et c'est vrai que moi, j'ai souvent la question, et qui parfois est compliquée à détailler, c'est est-ce que du coup, c'est vraiment le bon moment pour investir ? Sachant que ça a déjà fait x2, est-ce qu'il n'est pas trop tard ? Est-ce que le train, il ne fallait pas le prendre avant ? Il y a différentes manières de répondre, je pense, à cette question. La première chose, c'est le manque criard de logements neufs ou décents à louer sur le marché français. C'est impressionnant, effectivement, la vitesse de remplissage qu'on peut avoir sur nos opérations en termes de mise en location dès qu'on livre des logements, des appartements destinés à la location. C'est impressionnant. C'est pas rare que sur les grandes métropoles nationales, pour le simple T2 ou T3 à louer, on est jusqu'à 500, 800, 1000 appels de candidats à la location qui cherchent un logement propre, décent, récent, à la mise en location. Donc c'est vraiment incroyable. Récemment, j'en parlais avec un gestionnaire avec qui on travaille beaucoup, qui est votre partenaire aussi, qui me disait qu'aujourd'hui, ils en venaient presque à devoir retirer les annonces au bout de 3-4 heures parce qu'ils avaient trop d'appels. Et ça ne servait à rien de continuer à les laisser puisqu'ils avaient tellement de dossiers de candidats. Et en fait, on en revient presque de manière assez archaïque à ce schéma où on avait tout digitalisé. Et en fait, les gens reviennent à refaire des dossiers papier pour aller en agence, le déposer en espérant être pris avant les autres. C'est là où on se rend compte de la pression et de la tension locative qu'il y a actuellement. Et c'est pas prêt de s'arrêter, Paul, puisqu'il y a moins
chaque année de programmes proposés nouveaux à la commercialisation, puisqu'il faut bien que nous commercialisons ces opérations avant qu'elles ne soient construites, puis après disponibles à la location. La période 2020-2023, les promoteurs proposaient grosso modo 120-125 000 logements par an neufs proposés à la commercialisation sur le marché français. Alors que nous savons très bien que pour renflouer cette pénurie et répondre à la pénurie, il faudrait en proposer plus de 500 000. Déjà. L'écart est énorme. L'écart est énorme. Et ça ne s'arrange pas. En 2024, on a mis grosso modo 60 000 logements nouveaux à la commercialisation. Tu les divises par 2. On a divisé par 2 sur la période 2023-2024. Et ça ne va pas s'arranger. Donc c'est vrai que cette pénurie, elle va continuer et même le fossé va se creuser. Donc moi, je pense que ce n'est pas trop tard, loin de là. Au contraire, on a tellement de clients qui nous disent « mais si j'avais su, j'aurais commencé plus tôt » d'utiliser cet effet de levier, la charge de crédit qui peut être affaiblie en allant chercher une durée de crédit relativement longue, ce qu'on appelle l'effort d'épargne pour contribuer à ce que ça fonctionne, entre le crédit d'un côté, le loyer de l'autre, et combien je dois rajouter tous les mois, plus j'ai une durée de crédit longue, plus cet effort sera amoindri. Donc il vaut mieux commencer le plus tôt possible. Donc la question, c'est non pas, à mon sens, de se dire est-ce que c'est pas trop tard, c'est quelle est la situation même que vivent les personnes que nous rencontrons, dans quelle situation sont-ils? Quels sont leurs objectifs futurs? Est-ce qu'ils ont des enfants en bas âge? Est-ce qu'ils ont des enfants qui vont devenir étudiants, qu'il va falloir loger? Quelles vont être leurs charges futures? Parce que même si on voit beaucoup de clients qui veulent acheter, ce qui est louable, une résidence secondaire, une résidence en bord de mer, une résidence à la montagne, mais l'effet de levier de passer par l'étape d'un immobilier locatif qui va être financé, encore une fois, en grande partie par un locataire, le prix ne va faire qu'augmenter, voir si on peut doper cet investissement, on en parlera peut-être tout à l'heure, par une incitation fiscale, quelle qu'elle soit, finalement, rend l'opération très attractive, puisque finalement, même si je n'ai pas fini de rembourser le crédit, c'est ça aussi une notion importante, je peux prendre un crédit de 15 ans, 20 ans, 25 ans, mais au bout de 10 ans, 12 ans, 15 ans, je peux revendre et j'ai une soulte disponible pour acheter autre chose par la suite. Un autre projet ou réinvestir dans éventuellement plus gros, peu importe. Donc à la question que tu soulèves, est-ce que c'est pas trop tard, est-ce que c'est le bon moment? Il n'y a pas de moment, je dirais, faut faire attention au prix auquel j'achète l'immobilier neuf, il faut vraiment qu'il soit au prix du marché, mais c'est la situation propre à chaque ménage qui va faire que on va pouvoir leur conseiller telle ou telle opération. Je suis complètement d'accord. Je pense qu'il y a une vraie logique d'analyse. Aujourd'hui, il est important d'analyser et de regarder si le moment est le plus adéquat pour chaque situation, chaque cas, pour investir tout simplement. Exactement. Tu disais il faut que le prix du neuf soit au prix du marché. Il y a beaucoup de comparaisons qui se font entre neuf et ancien. Moi, j'ai bien envie qu'on réponde quand même à une question, c'est pourquoi faire du neuf et quels avantages il y a à acheter dans le neuf? Déjà, sur la question de prix, et après je vais répondre, mais la question de prix, c'est sûr qu'on est toujours tenté, et ce qui est normal, de comparer le prix du neuf au prix de l'ancien. Moi, c'est ce que j'explique souvent, c'est que c'est deux marchés distincts. C'est deux marchés distincts, Paul, et pour moi, pour être du côté du promoteur qui construisons des logements, l'immobilier neuf, c'est d'abord un prix de revient, avant d'être un prix de marché. Effectivement, le promoteur, c'est le fournisseur, c'est le bâtisseur. Encore faut-il qu'il arrive à sortir à un prix du marché, puisque ça prend en compte le foncier, les coûts de chantier, avec toutes les normes que ça comporte, les coûts de prestation et de finition. Il y aura forcément un différentiel entre le neuf et l'ancien, qu'on le veuille ou non. Et puis on voit aussi beaucoup actuellement que aujourd'hui le gouvernement, il encadre de plus en plus par la législation l'aspect énergétique, isolation, économie d'énergie, etc. Qu'au final, le neuf y est protégé, puisqu'il est aux dernières normes. En tout cas, vous avez l'obligation pour construire d'être aux dernières normes, alors que l'ancien, c'est pas le cas. Et c'est vrai tu parlais de prix de revient, vous, c'est fixe, puisqu'aujourd'hui, tout est écrit, tout est chiffré pour pouvoir sortir un programme. Le prix de l'ancien, c'est souvent ce qu'on met de côté, et c'est malheureusement ce dont on se rend compte plus tard. C'est que s'il y a des travaux énergétiques à faire dans le temps, etc., c'est des choses qu'on ne rentrera pas dans le neuf. Immobilier neuf, locatif versus immobilier ancien. La première chose, c'est que le neuf amène du confort. Donc, le confort, c'est déjà le confort thermique. C'est-à-dire que les progrès et les normes ont tellement évolué ces dernières années. Certes, ce sont des contraintes pour les bâtisseurs,
mais il faut constater quand même qu'en termes de déperdition thermique, aujourd'hui, les logements sont très peu énergivores. On gagne près de 70% en moins de kilowattheures par mètre carré et par an entre un logement qui va être DPEA, ce qu'on appelle DPEA aujourd'hui, neuf. Le DPE, juste pour expliquer, oui. c'est diagnostic performance énergétique, Voilà. ce qui est obligatoire dans une vente comme dans une location, et qui va en fonction des équipements et de l'isolation énergétique de chaque logement, va permettre d'attribuer une note, A étant ce qui se fait de mieux, Oui. et il va jusqu'à G. C'est exactement ça, Paul. Et donc, c'est vrai que cette déperdition énergétique qu'on peut avoir, ce qu'on appelle les passoires thermiques, ça veut dire quoi ? Effectivement, si mon logement est mal isolé, j'ai beaucoup plus de frais, soit moi, soit mon locataire, pour chauffer et même pour mettre de l'eau chaude en place. Bon. Donc, le confort énergétique. Le confort acoustique. Le confort acoustique, c'est là aussi, c'est le jour et la nuit par rapport même au logement qu'on pouvait livrer il y a une dizaine d'années, au niveau de l'isolation acoustique qu'on peut avoir, notamment entre un appartement et l'autre, et les communs. Aujourd'hui, on n'entend quasiment plus rien, voire plus rien. D'accord ? Même l'extérieur. Hein. Exactement. Moi, j'ai le souvenir, quand je faisais la location, d'avoir des appartements où, une fois la baie vitrée fermée, on n'entend plus rien. On n'entend plus rien aujourd'hui. Voilà. Ce qui n'est pas le cas dans les logements anciens. Autre élément de confort, pour moi, et pas des moindres, c'est la qualité de l'air. La qualité de l'air, Dieu sait malheureusement il y a beaucoup plus de maladies chroniques, de maladies respiratoires aujourd'hui, mais avoir un air pur, un air sain dans son logement, c'est extrêmement important. Avec notamment aujourd'hui tout ce qui va être ventilation mécanique, simple flux, double flux, peu importe, ça nous permet de rejeter l'air chaud, vicié du logement et d'introduire de l'air frais qui nous permet d'avoir une ventilation régulée et de parfaire le confort des habitants du logement. Alors, c'est aussi des éléments d'ergonomie du logement. C'est vrai que les logements anciens, ça peut être magnifique, mais quand on a des longs couloirs qui desserrent les chambres, c'est beaucoup de place perdue. Donc oui. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de progrès qui sont faits par les architectes au niveau de l'établissement des plans des logements neufs. On a souvent des belles terrasses, des beaux balcons qui permettent d'avoir un point de vue extrêmement intéressant. Et les nouvelles orientations qui ont été faites aussi au niveau des bâtiments, pour permettre de surperformer au niveau de l'isolation en hiver, de manière à profiter du meilleur confort d'été. Et l'exposition joue un rôle majeur aujourd'hui au niveau des bâtiments que nous concevons. Vous avez eu beaucoup de contraintes sur les doubles expositions, les traversants, etc. Exactement. Aussi, qui sont rentrés en place. Mais c'est vrai que les bâtisseurs et les architectes réfléchissent maintenant à l'orientation des bâtiments pour parfaire effectivement et jouer au mieux des climats qu'on peut avoir en France. Une fois qu'on a dit tout ça, c'est pas tout. C'est vrai que je suis assez disserte sur le sujet, Paul, mais l'investissement locatif dans le neuf bénéficie des frais de notaire réduits. Ça, c'est hyper important. Ça, c'est hyper important. Parce qu'aujourd'hui, c'est à peu près, dans l'ancien, c'est à peu près 8%. C'est entre 7 et 8%, tout à fait. Et là, on est à 2,3% dans le neuf. Par plus de 3 quand même. Voilà. Et sur l'enveloppe globale à financer, c'est quand même pas rien, tout simplement. C'est une sorte d'incitation fiscale, d'une certaine manière ? Ça peut être une sorte d'incitation fiscale, puisque effectivement, alors les frais de notaire, on appelle ça les frais de notaire, mais c'est les frais effectivement d'acquisition. Tout va pas pour le notaire, c'est évident, mais c'est vrai que ça joue énormément dans la prise de décision. Incitation fiscale, tu en parles, bien entendu que ces investissements locatifs dans le neuf peuvent être dopés par des lois fiscales et des incitations fiscales. Voilà. Parce qu'il y a ça, et puis à la fois ces normes dont tu parlais juste avant, elles sont revues très régulièrement. Oui. Là, à ce jour, je crois que le dernier seuil, c'était 2025. Oui. Il avait été édité 2032, il me semble. Exactement. Et chez Green City Immobilier notamment, on arrive à sortir quelques résidences avec des seuils 2028, des seuils 2035. Donc c'est vrai que tout ça pousse à une meilleure qualité, d'une manière générale, au niveau des logements neufs. C'est-à-dire qu'ils ont déjà pensé sur le long terme, voilà, à devoir faire des logements en fonction des années. Donc tu me disais 2025, 2028, 2035. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc ça veut dire qu'ils ont déjà pensé à ce que les logements devront être en 2035. Donc c'est qu'il y a un vrai enjeu et que s'ils le pensent comme ça, c'est quelque chose qui va dans les prochaines années qu'on va voir apparaître de plus en plus cette incitation à faire de l'économie d'énergie, ça c'est assez présent. Complètement. Mais aussi avoir tout cet aspect isolation, qualité de l'air, c'est la santé, etc. etc. Complètement, Paul. Donc, peut-être sur ce sujet qui va en faveur de l'investissement locatif dans le neuf, c'est toutes les garanties qui permettent de sécuriser complètement l'acquéreur. Quand j'achète dans l'ancien, j'achète dans l'état. C'est un peu ça le terme, c'est en l'état. Donc, vaut mieux être connaisseur ou être très bricoleur. Et en plus, je suis soumis aux règles de la copropriété. Bon.
dans le neuf, ce qui est intéressant, c'est cette batterie de garanties apposée par le notaire qui nous permettent d'être complètement sécurisés. Je pense à la garantie financière d'achèvement, ce qu'on appelle garantie extrinsèque. C'est quoi? C'est quand on achète sur plan, il y a obligatoirement une banque ou un assureur qui s'est porté caution solidaire pour que ce que j'ai acheté, ce qu'on m'a proposé, soit fini non seulement dans les délais, mais aussi selon le cahier des charges. Ça, c'est bien de l'expliquer parce que c'est vrai qu'il y a eu, comme toute profession et tout secteur, il y a souvent des on-dit Voilà. et des mauvais avis que les gens peuvent avoir. Il y a eu ces époques où il n'y avait pas tous ces encadrements, c'était pas obligatoire. Oui. Aujourd'hui, pour un investisseur, il est totalement protégé par oui. ne serait-ce que la garantie financière dont tu viens de parler, mais aussi par toutes les autres garanties qu'on va évoquer rapidement. Oui. Mais ça lui permet, lorsqu'il investit, d'avoir tout ça qui est prévu contractuellement et qui légalement est encadré. Et qui est encadré et qui est apposé par le notaire avec tous les documents qu'il peut nous produire, enfin qu'il produit et qu'il montre au client, qu'il contresigne et qui valide, verrouille, atteste de ces garanties. Donc, cette garantie financière, c'est la première. Il y a la garantie de parfait achèvement. Ça veut dire que tous les artisans, toutes les entreprises ont signé aussi comme quoi ils allaient garantir leur ouvrage pendant plus d'un an, pendant un an, pardon. La garantie biennale, c'est quoi? C'est pendant 2 ans, tous les éléments dissociés, le chauffe-eau, le chauffage, voilà, tout ce qui va être éléments dissociés. Il y a la garantie décennale, c'est la garantie de 10 ans pour le gros œuvre, mais doublée de la dommage ouvrage qui permet que s'il y a un pépin, eh ben c'est l'assureur dommage ouvrage qui répare les dégâts sans que les copropriétaires financent. Et donc, c'est la dommage ouvrage qui va se retourner après contre la décennale. Et un point important, quand j'achète sur plan, c'est que je ne paye que ce qui est construit. Ça, c'est une des premières règles de l'acquisition en VEFA. Dans le fonctionnement. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose que je voudrais repréciser, c'est que, comme tu le dis, moi je travaille avec plusieurs acteurs et principalement avec Green City par la qualité, par aussi une chose qui est importante, c'est que vous commercialisez que des programmes avec les permis qui sont purgés. Oui. Donc on sait que ça ira au bout parce que vous avez les accords là-dessus. Oui. Et ensuite, toutes les garanties que Loïc vient d'évoquer qui vont protéger l'acquéreur jusqu'au bout, quoi. Et la garantie de construction et de la bonne construction, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que, alors, bon, je suis Green City, bien entendu, il y a d'autres opérateurs qui font des choses très bien, mais Green City Immobilier fait partie des 6% des promoteurs aujourd'hui qui travaillent avec le label NF Logement en option vérification extérieure, parce que au niveau de ces normes, on peut aussi très bien s'auto-contrôler. J'essaie de faire le plus simple possible. On a pris l'option chez Green City Immobilier de se faire contrôler par des ingénieurs des bureaux de vérification extérieurs à Green City. Voilà, parce qu'on ne veut pas prendre parti, on ne peut pas nous-mêmes s'auto-contrôler. C'est notre position. D'autres confrères travaillent différemment. Ça veut dire que j'ai véritablement une garantie comme quoi l'ouvrage, l'appartement, la résidence sont bien construits selon le cahier des charges et vérifiés par des organismes extérieurs. Et ça, c'est très, très important. Et c'est quelque chose que nous proposons chez Green City Immobilier. Oui. Complètement. Et puis, c'est vrai que pour résumer un petit peu tout ça, comme on le dit, c'est important à notre sens d'investir dans l'immobilier pour tout ce qu'on a évoqué au début. Et quand on décide de le faire, c'est aussi très important de forcément bien s'entourer et le faire avec les bons acteurs, les bonnes personnes. Je pense, oui. Ne serait-ce que ce fonctionnement, il y a aussi une petite précision. Typiquement, vos livraisons, c'est toujours fait par des experts qui sont externes à Green City. C'est-à-dire que c'est pas vous qui jugez est-ce qu'il y a des réserves ou pas, c'est des cabinets d'expertise extérieurs. Et tout ça, c'est moi quelque chose que j'apprécie beaucoup, c'est cette façon de voir les choses que vous avez, où aujourd'hui, votre spécialité, c'est de construire et de plutôt bien le faire. Et vous vous entourez autour de plein d'acteurs qui, eux, savent aussi bien faire leur métier pour le client final, proposer une sorte de recette avec tous les meilleurs ingrédients qui soient, quoi. Et je pense, Paul, mais c'est une question qu'on a souvent, mais que tu m'as posée encore récemment, c'est comment évoquer aussi la pertinence d'une résidence par rapport à une autre. Pourquoi est-ce que je ne vais pas me retrouver dans une résidence où il y a 100% d'acquéreurs qui ne font que du locatif? Pour expliquer qui peut vite dégrader, en tout cas... La résidence, c'est moins pris. On en prend moins soin quand on s'imagine qu'il n'y a que des investisseurs que quand il y a aussi des propriétaires occupants. Pour la bonne et simple raison que nous suivons les clients et les assemblées générales dès qu'il y a une copropriété dans le temps. Nous avons un homme clé pour ça qui est présent partout en France pour les assemblées générales des copropriétaires. Et qu'est-ce qui se passe? Bien entendu, les clients qui achètent localement, voire en délocaliser leur investissement locatif, ne se déplacent pas aux assemblées générales des copropriétaires. Alors que les propriétaires occupants se déplacent quasiment tout le temps.
Donc, c'est très important d'avoir une mixité dans les résidences, c'est le cas chez Green City, de propriétaires occupants et d'investisseurs, et ça sera toujours le cas dans nos résidences. Moi qui ai travaillé d'ailleurs, et tu le sais, en gestion locative, en syndic de copropriété avant, j'ai même le souvenir, et c'est quelque chose qui vous importe beaucoup, même les résidences livrées, de votre président directeur général qui se rendait sur les copropriétés, même 5-10 ans après, pour voir comment elles étaient, si elles étaient bien entretenues par le syndic, mais par les copropriétaires Oui. aussi. C'est quelque chose qu'on voit peu en réalité. Ça vous tient vraiment à cœur que ce que vous construisez soit périn et soit entretenu, que ça en donne une belle image pour vous, mais surtout que les investisseurs aussi soient contents de ce qu'ils ont. On a une vocation sociale. Mm. C'est-à-dire, quand on est bâtisseur, promoteur immobilier, alors on pourrait se dire, ouais, c'est bien beau, machin, etc. Mais un exemple qui me vient en tête, c'est que Green City Immobilier organise, dans l'année qui suit la livraison de notre résidence, des apéros voisins. Alors, Ouais. c'est pas tout de faire de l'apéro pour l'apéro, mais c'est vrai qu'encore une fois, le but est de créer de la cohésion entre les personnes qui vivent dans l'immeuble, dans la résidence, que ce soit des propriétaires occupants et de locataires, pour créer du lien. Donc c'est vrai qu'on organise cela tout simplement pour que les gens se connaissent, échangent et que la copropriété vive mieux. Mhm. Voilà. Donc ça peut être des coups de main après qui sont rendus. Alors on a des fois, nous, des exemples de résidences même intergénérationnelles entre des jeunes actifs ou étudiants et des personnes âgées. Mais c'est très important de créer du sens dans ce qu'on produit. Mais plus il y aura de sens, plus il y aura de cohésion entre les résidents d'un programme immobilier, mieux ça sera pour la vie de la copropriété, tout simplement. Mhm. C'est aussi basique que ça. Une question qui revient, on en a parlé un petit peu tout à l'heure aussi, l'incitation fiscale. Oui. Aujourd'hui, alors on va pas rentrer dans les détails de tous les dispositifs déjà parce qu'ils ils sont nombreux, premièrement. Il nous faudrait plus de temps pour tous les détailler. C'est quelque chose aussi qu'on fera, mais probablement dans d'autres podcasts. En revanche, c'est important d'en énumérer quelques-uns, de comprendre pourquoi est-ce qu'ils sont mis en place aussi. Moi, souvent, ce que j'explique, c'est que, on en parlait tout à l'heure, ce manque de logement. Aujourd'hui, l'État fait de l'incitation fiscale, donc crée des lois dans la logique de soutenir des secteurs d'activité Oui. ou des besoins. En tout cas, c'en est un, le besoin de se loger. Donc, il crée ces dispositifs. Bon, ça évolue tout le temps. On en avait il y a 2 ans qui n'existent plus. On en aura peut-être de nouveaux. Oui. Mais ce à l'instant T, c'est peut-être important qu'on réponde aussi à cette question de à quoi je peux accéder pour pouvoir investir avec des avantages. Encore une fois, moi, ce que je préconise pour peut-être les personnes qui nous écoutent, c'est l'étude patrimoniale faite par le conseiller, notamment par toi-même, qui peut déterminer la solution d'investissement locatif et le meilleur dispositif en soi qui doit être approprié. Parmi les dispositifs les plus connus, les plus courants, il y a ce fameux sujet du loueur en meublé non professionnel, ce qu'on appelle LMNP, alors qui peut revêtir différents aspects. Je peux moi-même acheter un appartement à Saint-Maur-des-Fossés ou que sais-je, où je souhaite, et adopter ce statut du loueur en meublé non professionnel. C'est quoi ce statut? Tout simplement, j'ai un cahier des charges pour meubler le logement, donc à remplir, le lit, la table, les chaises, les couverts, etc., minimaliste, mais qui m'est demandé par l'administration fiscale. Et le principe du loueur en meublé non professionnel, c'est que je vais passer par un régime qu'on appelle le BIC ou le micro-BIC, mais peu importe, qui me permet d'amortir le prix d'acquisition et même les intérêts d'emprunt, qui font que j'ai un bilan de l'opération qui est à zéro. Comme je suis à zéro, c'est un dispositif qui ne me permet pas d'économiser de l'impôt, mais de ne pas être fiscalisé sur les revenus locatifs que je vais en tirer. C'est ça, comme voilà. Le dit Loïc, c'est une catégorie de revenus, la location meublée, c'est le bénéfice industriel et commerciaux, le BIC. Oui. Et ce dispositif-là permet d'investir sans générer de fiscalité supplémentaire. Donc en fonction, comme tu le disais, des situations, ça peut être propice à investir et se dire je génère pas d'impôts en plus. C'est ça, c'est un sujet qu'on garde dans le temps, qui peut permettre d'avoir des revenus complémentaires dans le futur. Alors, je vais juste passer vite parce que c'est peut-être pas l'objet, tu l'as dit tout à l'heure, mais c'est vrai que dans ce type de montage LMNP, je peux très bien acheter aussi chez un promoteur qui propose des résidences dites gérées, je dis bien gérées, que ce soit sur des résidences type étudiante ou senior. C'est ce qu'on préconise chez Green City. Quand je dis gérer, c'est qu'on va être sur un système de gestion via une agence immobilière classique qui va être spécialisée soit sur les jeunes actifs, étudiants ou seniors, mais qui va accompagner la gestion locative classique. De l'autre côté, on peut avoir très bien le système de bail d'exploitation, ce qu'on appelle en bail commercial, où on a un exploitant, finalement, qui est entre le client investisseur et le locataire. Mais quoi qu'il en soit, l'exploitant va garantir une rentabilité, il va assurer le loyer. Alors, il y a le pour et le contre. Je ne vais pas rentrer dans ce sujet aujourd'hui. Ce qu'il y a, c'est que c'est rassurant d'avoir une rentabilité, mais
faut être extrêmement confiant sur le preneur à bail, c'est-à-dire l'exploitant, parce que s'il fait défaut, ça peut être extrêmement compliqué. Et le sujet, ce qui est tout à fait normal, c'est que le preneur à bail, il faut qu'il gagne sa vie. Et comme c'est un intermédiaire supplémentaire, on a une valeur locative. Qui paye l'addition, c'est le locataire. Et nous, notre analyse, mais c'est propre à Green City, c'est qu'il faut toujours rester en location sur des valeurs réelles de marché. Que je loue à un jeune étudiant, à un jeune actif, voire le sujet sur les résidences seniors, pour soit les messieurs, soit les dames, il y a plus de femmes dans les résidences seniors valides. Malheureusement, si les loyers proposés à cette dame sont beaucoup trop élevés, ça ne pourra pas fonctionner. C'est le principe d'offre et demande, quoi. C'est le principe de l'offre et de la demande. Il y a une tension locative, c'est pas pour autant qu'on peut louer à n'importe quel prix. Exactement. Donc tout va dépendre des secteurs géographiques. S'il y a des communes dans lesquelles le pouvoir d'achat est beaucoup plus important, pourquoi pas ? Nous, ce qu'on dit sur les résidences seniors que nous proposons comme ça en statut, mais c'est juste une parenthèse LMNP, attention à ce que les loyers soient en corrélation avec ce que peuvent se permettre de mettre tous les mois les personnes âgées. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc ça, c'était effectivement le LMNP. Alors, petite parenthèse là aussi, on peut aussi ajouter le paramètre TVA si moi-même ou l'exploitant propose 3 des 4 services. Donc, ça me permet d'acheter soit hors taxe, soit de me faire rembourser la TVA. Mais pour le coup, les loyers seront soumis à TVA. Donc, c'est un régime fiscal particulier qui ne s'adapte pas à tout le monde, mais qui peut parfois, dans certaines situations, être optimisé. Pourquoi pas ? Voilà, tout à fait. Alors, parmi les autres régimes, alors, il y en a quand même quelques autres. Alors, il y a le dispositif de Normandie, il y a le Locavantage. J'aimerais peut-être m'arrêter un petit peu, nous, sur un dispositif que nous mettons en avant chez Green City Immobilier depuis le début de l'année 2025, qui est le logement locatif intermédiaire, qui, pour nous, est vraiment la suite logique, tout en apportant beaucoup plus d'agréments et d'avantages que le dispositif Pinel, c'est donc le LLI, le logement locatif intermédiaire. Moi, ce que je veux aussi rajouter, on fera un podcast, je pense, que sur ce sujet-là, parce que je le trouve très pertinent et à la fois assez complexe, parce qu'il est assez vaste. Pour en faire un résumé aussi très court, c'est quand même un dispositif qui a été créé en 2014, donc qui est pas tout jeune, mais qui était réservé qu'aux institutionnels et qui s'est ouvert à toute personne morale au 1er janvier 2024. Exactement. Donc ça permet aujourd'hui à vous, investisseurs, d'investir dans l'immobilier avec les mêmes avantages qu'avait votre banque, votre assureur ou la Caisse des dépôts en France quand elle investissait. Et on a la preuve déjà irréfutable quand on achète avec le dispositif LLI d'acheter au minimum 10% moins cher que le client qui va acheter le même logement en résidence principale à côté. C'est d'ailleurs le seul, ça n'avait jamais existé de l'histoire, d'avoir un prix inférieur en tant qu'investisseur qu'en tant que propriétaire. C'est ça. Les propriétaires avaient parfois été avantagés. Aujourd'hui, se dire qu'on l'est plus en investissant, c'est quand même assez exceptionnel. Alors, on ne l'a peut-être pas précisé, 10% de moins, je dis tout simplement parce que je bénéficie, si je rentre dans le cadre du logement locatif intermédiaire, de la TVA à 10 quand j'achète chez le promoteur plutôt que la TVA à 20. C'est un régime fiscal. Voilà, donc qui nous permet aussi de se faire rembourser sous forme de crédit d'impôt la taxe foncière. Sujet important. Mais le LLI est extrêmement pertinent aujourd'hui dans le cadre d'un investissement locatif parce que la bonne affaire, on la fait toujours quand on achète. Et aujourd'hui, j'ai la preuve par A plus B quand on achète en LLI que j'achète moins cher que le marché chez le promoteur dans le neuf. Déjà, ça, c'est irréfutable. En face, j'ai toujours ce sujet qu'on évoquait, c'est l'effet de levier et le locataire qui paye la plus grosse partie du logement. Les plafonds de loyer en LLI, ce sont les mêmes qu'en Pinel. Donc, le marché, il est gigantesque. C'est 85%, voire 90% des candidats à la location qui vont se loger en LLI. Donc, ça fonctionne très bien. Et je le préconise, puisqu'on fait des montages après, et ça sera l'objet d'un autre podcast peut-être, avec des sociétés civiles immobilières en grosse majorité. C'est pas un gros mot, c'est facile, mais en termes de gestion patrimoniale, c'est extraordinaire de passer par le statut de la SCI. C'est super bien pensé, en fait. C'est bien pensé, et je pense qu'en termes de transmission chez des enfants ou des enfants à naître, c'est exceptionnel, mais ça, tous les conseillers en patrimoine sauront vous le démontrer. Exactement, et puis c'est vrai que moi qui rencontre beaucoup de clients au quotidien, on a souvent aussi ce retour de SCI, c'est trop compliqué, on ne sait pas comment ça fonctionne, et à la fois, paradoxalement, on a entendu que c'était hyper intéressant. Aujourd'hui, c'est un dispositif, il faut pouvoir le mettre en place, donc faut vous faire accompagner parce qu'il faut que ça soit bien fait, pour que ça soit pertinent. Mais c'est un super dispositif et qui, en plus, couplé à l'incitation fiscale actuelle, permet d'avoir des avantages et de mettre une jolie société en place pour pérenniser un investissement.
Et c'est simple. Le lock avantage, tu en as parlé, on va donner deux, trois petits mots dessus. C'est pareil, alors c'est pas très vieux, mais le Oui. principe, lui, est plutôt vieux. Ça s'appelait pas comme ça avant. Oui. En revanche, ça évolue au fur et à mesure du C'est temps. Wacos. Alors oui, c'est un dispositif qui permet, alors c'est un petit peu différent, c'est que j'accepte de baisser mes loyers de 15, 30 ou 45%. Et en contrepartie, avec le lock avantage, je m'engage à louer sur 6, 9 ou 12 ans. Et en contrepartie, j'ai une réduction d'impôt, mais attention, qui est calculée sur la valeur de la location à l'année. On est d'accord, c'est pas un pourcentage des revenus locatifs annuels. Donc c'est une petite incitation fiscale que j'acquiers en compensation d'un loyer qui va être minoré. Pour avoir fait beaucoup de simulations pour des clients sur ce dispositif, il n'est pas pertinent partout, parce que ces loyers sont propres. Le fait de minorer le loyer, il est propre à chaque emplacement. Donc c'est pas tout le temps intéressant. C'est pareil, ça peut l'être, il faut le creuser. Et comme le disait Loïc tout à l'heure, c'est important de le faire au bon endroit quand on investit. Ça peut être pertinent, il faut juste le regarder. Bien sûr. Où investir, on en a parlé un petit peu, le bon emplacement. Pour moi, il y a 4 critères importants. J'aimerais bien que tu me dises un peu ce que tu en penses. C'est souvent ce que j'explique. Il y a déjà, il faut que ce soit en fort développement. En fait, c'est un peu des voyants. Souvent, j'aime dire que c'est des voyants au vert. Personne n'est capable de prédire ce que deviendra un emplacement. En revanche, on est capable de rassembler tous ces bons voyants pour croire que c'est un bon investissement. Green City toulousain, par exemple. On va prendre l'exemple de Toulouse pour vous expliquer un peu ce qu'on regarde sur Toulouse. Ville qui se développe depuis 25 ans. Donc, croissance démographique, c'est quelque chose de super important pour maintenir la tension locative. Aussi, en tout cas, rassembler l'élément de le marché devrait continuer de se développer. Les transports, 3e ligne de métro, un TGV qui arrive en 2032, pareil. On a vu ce que ça a pu faire à Bordeaux. C'est important, je crois, des villes comme ça qui vont continuer de se faire desservir par des moyens de transport. L'industrie, la création d'emplois, l'aéronautique, donc ça porte beaucoup. C'est pas... Peu importe que ce soit l'aéronautique ou autre chose d'ailleurs, mais c'est important de porter un secteur par l'industrie et l'économie. En plus, ça va devenir peut-être 3e ville de France, mais c'est important aussi d'amener cette sécurité sur où j'investis. C'est-à-dire que plus c'est entre guillemets déjà gros, plus il y a des chances que ça le reste ou que ça le devienne encore plus. On prend pas un pari risqué à aller investir dans une petite ville. C'est pas mauvais pour autant, ça se regarde d'investir dans une petite ville, mais disons qu'on part sur quelque chose de moins risqué, à aller sur quelque chose de déjà développé. Je partage complètement ton analyse là par rapport à l'ère urbaine toulousaine. Alors, on est toulousain, ceci dit, Green City propose des programmes dans les grandes métropoles nationales. C'est d'abord du bon sens. La démographie, tu l'as cité, l'activité économique, c'est pertinent, et les transports. Voilà. Et on ne se trompe pas. Alors, c'est vrai qu'il faut savoir se dire, si je suis en agglomération parisienne, peut-être que le schéma est différent, mais c'est vrai que de Paris, je peux investir en Île-de-France ou dans des métropoles en fort développement. Le schéma, c'est c'est très facile en immobilier de s'identifier et d'acheter à côté de chez soi, mais le fait d'acheter à côté de chez soi n'est pas forcément extrêmement pertinent. Donc c'est vrai que le travail du conseiller, c'est souvent de faire comprendre à des prospects qu'on a en face de nous, mais où est-ce que c'est le plus pertinent d'investir ? Et souvent, c'est vrai que j'ai rien contre les toutes petites agglomérations, mais si le seuil démographique, si la démographie diminue et qu'il n'y a pas de gros moyens de transport, il n'y a pas un pouvoir d'attraction très fort au niveau de l'immobilier locatif. Et particulièrement puisque le neuf, tu investis pas en hypercentre, puisqu'on ne construit pas de neuf en hypercentre. Donc c'est pour ça qu'on se permet de dire que c'est bien d'aller voir sur déjà des agglomérations conséquentes. Parce qu'une petite agglomération où en plus on n'investit pas en hypercentre, forcément il y a potentiellement moins de chances de développement qu'une agglomération déjà conséquente. À l'inverse, on peut faire l'inverse. C'est aller sur se loger, trouver un logement neuf en termes de demande locative. Et chacun est à même de s'apercevoir s'il y a beaucoup de logements à louer, c'est-à-dire qu'on sursature le marché, ou s'il n'y a que de l'ancien, délabré. Et voilà. Et on est sûr que finalement, en investissant là, je trouverai preneur très très rapidement sur mon logement. Quid toujours de avoir un expert qui est capable d'analyser un emplacement. Alors personne ne sera capable de vous prédire en réalité ce que deviendra l'immobilier dans 15-20 ans, même si on sait que c'est plutôt une tendance croissante. Mais en tout cas, c'est rassembler tous les éléments, et pour ça, il faut se faire accompagner aussi. Comment fonctionne l'achat en VFA ? Alors VFA, vente en état de futur achèvement, c'est le fonctionnement de la vente dans le neuf. Comment est-ce que ça fonctionne ? On a parlé tout à l'heure des avantages qui sont liés à la VFA, tout ce qui est GFA, garantie financière d'achèvement, etc. Mais peut-être d'expliquer aux gens, tu avais commencé à le faire un petit peu tout à l'heure. Alors voilà, outre les avantages, le schéma de l'investissement, c'est bien sûr d'abord une réservation, ce qu'on appelle un contrat de réservation, qui permet de bloquer
le logement et le promoteur s'engage à vous réserver ce logement. Bien entendu, ne pas le vendre à quelqu'un d'autre, c'est quand même intéressant. Et donc, il vous est réservé. Pendant le temps qui va suivre, il va falloir savoir comment je finance. Donc, soit avec votre propre banque, soit avec des banquiers partenaires ou des courtiers, bien entendu. Ce dont moi je m'occupe avec les clients. Avec les clients, pour aller chercher le financement, en clair, une offre de prêt qui va vous permettre, au bout de 11 jours ou plus, bien entendu, de passer chez le notaire. Et c'est à cette occasion qu'effectivement, vous allez signer votre acte authentique qui va, comme on le disait tout à l'heure, reprendre toutes les garanties que nous évoquions. Quand je passe chez le notaire, tout dépend du stade d'avancement du chantier. Communément, un acte authentique peut être à 5%, c'est-à-dire qu'on va appeler sur le compte crédit 5% du montant. Si on est en déclaration de voiture de chantier, je parle du promoteur, le chantier s'est installé, c'est 30% du montant du total qu'on va appeler avec le notaire pour le premier appel de fonds. Si les fondations sont achevées, c'est 35%. Mais si j'achète alors que le chantier est bien avancé, ça peut être le premier appel de fonds à 80, 90%, que sais-je. Encore une fois, selon la logique, qu'on ne paye que ce qui est construit. Tu le disais tout à l'heure, quand vous commercialisez, c'est à peu près 24 mois, enfin 2 ans avant une livraison, parce qu'il faut le temps de construire, déjà d'avoir cette garantie financière, donc de commencer à vendre puis de construire. Donc ça met du temps et toutes les étapes font que tu ne payes pas tout d'un coup. C'est ça. Tu as des étapes au fur et à mesure pour finir. D'ailleurs, je crois que c'est 10 ou 11% à la livraison, la mise à disposition. Alors, il y a 95, il y a achèvement 95 et la remise des clés 5 derniers pourcents. Okay, les 5 derniers pourcents sont appelés avant la remise des clés. Ça, il y a des fois des petites confusions. Simplement, vous avez payé à la remise des clés, contre la remise des clés, 100% du montant de l'appartement. Ceci dit, dans toute acte d'acquisition VFA, il y a un procès-verbal de livraison qui permet d'attester que vous visitez l'appartement et vous allez noter toutes les sujets qu'il peut y avoir, je ne sais pas moi, sur une baignoire rayée ou quoi que ce soit, et ça donne l'objet de réserve qui doivent être levées obligatoirement. Ça couvre aussi le consommateur, l'acquéreur. Ce PV de livraison fait état de réserve que le promoteur doit obligatoirement lever. C'est en plus de la GPA, de la garantie de parfait achèvement. C'est en plus de la GPA. Donc c'est un autre avantage, on en parlait tout à l'heure, qui se rajoute, c'est de vraiment vous avez investi et donc acheté un appartement avec telle et telle prestation. En tout cas, c'est la notice descriptive qui le décrit. Mais c'est la GPA en fait. C'est la D'accord, GPA. ok. Oui, c'est la GPA. Et donc, c'est les réserves qui vont être notées, que vous devez lever. Voilà. Alors après, chaque promoteur peut être organisé un tout petit peu différemment. Je parle de Green City, juste. C'est avec nous 15 jours à 3 semaines avant la remise des clés définitives du client. On invite le client, s'il souhaite se déplacer, et on constate toutes les réserves avec nos artisans, avec les gens qui ont bâti, pour constater nous-mêmes. C'est ce qu'on appelle une pré-livraison, ce qui permet que 15 jours, 3 semaines après, on fasse une livraison définitive pour que les acquéreurs, propriétaires, occupants puissent rentrer définitivement dans le logement ou que le locataire puisse prendre aussi le logement sans qu'il y ait des artisans qui passent tous les matins. Complètement. Voilà. On disait tout à l'heure, c'est comment optimiser au mieux son investissement. Ça en fait partie. Vous êtes un des acteurs et d'ailleurs, il n'y en a pas beaucoup qui le font. D'être organisé comme ça, faire une pré-livraison comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Et ça permet à vous, en tant qu'investisseur, d'avoir un locataire qui peut rentrer dès la livraison puisque toutes ces réserves ont été anticipées et seront la majorité du temps levées pour la livraison. Sinon, c'est l'enfer. Sinon c'est l'enfer parce que le locataire ou le propriétaire, il travaille en général, donc il n'est pas là. Les artisans, pour les récupérer quand ils sont plus sur le chantier, c'est compliqué. Donc tout le monde s'énerve légitimement et on peut mettre 3 mois, 6 mois à lever des réserves qui peuvent être levées avant même la remise des clés définitives. Voilà notre organisation. Comment est-ce que ça se met en place ? Alors c'est un peu en lien avec tout ce qu'on vient d'évoquer, et je vais faire le lien aussi avec qui le faire. C'est quand même une notion hyper importante. Oui. Ça, c'est important. On l'a évoqué à plusieurs reprises pendant le podcast, mais le choix du conseiller, c'est hyper important. Oui. En réalité, moi, j'accompagne des clients depuis maintenant quelques années et je l'ai vécu aussi à travers la gestion locative. Toi, tu le vois parce que vous êtes en lien avec beaucoup de conseillers indépendants. Pourquoi est-ce que c'est important ? Qu'est-ce que tu en penses, toi ? C'est inévitable et c'est le premier conseil que je peux apporter, c'est de faire appel à un conseiller financier, un conseiller en gestion de patrimoine, et notamment tes services, Paul. Pourquoi ? Parce que c'est pas vrai, on n'a pas le temps de s'occuper de tout, on ne peut pas penser à tout. J'ai vu des fois, et encore récemment, des clients qui avaient acquis un dispositif Pinel,
qui zappaient leur déclaration fiscale, qui zappaient ou qui mettaient les mauvais montants dans les mauvaises cases. Donc finalement, l'objet perdait complètement tout son sens puisqu'il ne profitait pas du gain fiscal. Donc c'est vrai que pour l'optimisation dans un premier temps, savoir ce qui va vous convenir le mieux, rien de mieux qu'un conseiller en patrimoine. Et pour la conduite du projet, le suivi du projet dans le temps, il faut vous faire accompagner. Donc il faut que le courant passe bien, mais c'est quelqu'un que vous êtes amené à revoir régulièrement pour suivre l'investissement que vous venez de faire en immobilier locatif. Résidence principale, on a affaire à des spécialistes qui vont vous conseiller, qui vont vous encadrer, bien entendu, qu'ils soient salariés ou indépendants. En investissement locatif, il faut faire appel à des conseillers en gestion de patrimoine pour... la loi change régulièrement et le but, c'est de ne pas s'en occuper non plus. Et puis tu l'as évoqué, c'est que quand il y a en plus incitation fiscale, moi je sais que j'en rencontre aussi tous les ans qui ne savent pas faire les déclarations. Oui. Et je te dis, c'est pas quelque chose de très simple et puis ça change tous les ans, les formulaires, etc. Donc il y a déjà cette notion d'importance. Et surtout, et malheureusement je le dis, moi je rencontre régulièrement des gens qui ont fait en direct avec certains promoteurs dont je tairai les noms et c'est pas le but, mais qui ne sont pas fait accompagner dans le long terme, qui n'ont pas non plus cette expertise et ce conseil, et qui se retrouvent 5-10 ans après à au final avoir l'impression d'avoir fait un mauvais investissement alors qu'en fait ils ont surtout fait avec la mauvaise personne. C'est ça. Et et si vous pouvez vous éviter de se retrouver dans 10-15 ans en étant pas content, en tout cas pas satisfait de ce que vous avez pu faire, faites-vous accompagner dès aujourd'hui, quoi. Faut pas faire peur, je veux dire, c'est très pertinent, c'est vraiment des investissements extrêmement rentables. Simplement, il y a des règles à respecter, donc il faut se faire conseiller, entourer régulièrement, tout simplement, par un véritable expert conseiller patrimonial. Merci en tout cas Loïc de m'avoir aidé à répondre à toutes ces questions. Je pense que ça va pouvoir aider pas mal de gens, vous aider à comprendre et à répondre à tout cet environnement, tout ce secteur qui est un peu particulier. Je propose qu'on passe au cas pratique. L'idée de ces cas pratiques, c'est vraiment que vous puissiez vous identifier à ce genre de situation, même si, et on le rappellera au fur et à mesure, mais c'est propre à chacun, et d'où le bilan patrimonial, tu l'as évoqué, l'importance de faire une analyse précise par personne. Mais maintenant, moi, je vais expliquer pourquoi est-ce que j'ai préconisé, en l'occurrence, l'investissement dans le neuf dans ce genre de situation. Et puis tu me dis, toi, ce que tu en penses par ton expérience aussi, si ça te semble pertinent. J'ai donc pris l'exemple de Grégoire, 26 ans, qui vient de commencer dans la vie, en tout cas qui est jeune actif, qui a un joli revenu, à peu près 46 000 euros, qui a un vrai souhait, il met 500 euros de côté par mois, c'était d'investir. En revanche, il est carriériste, il n'a pas trop le temps. Donc il veut quelque chose qui n'est pas chronophage. Moi, je lui ai préconisé l'immobilier parce que, comme on l'a évoqué pendant le podcast, il est pertinent d'utiliser cette capacité d'emprunt et donc cet effet de levier de la dette. Aujourd'hui, avec 10 000 euros d'apport, en investissant dans un studio, l'épargne mensuelle, tu parlais d'effort d'épargne, c'est à peu près 300 euros par mois. Pourquoi j'ai choisi de lui présenter, de lui préconiser ça? C'est simplement parce que le rendement qu'il va obtenir, c'est plutôt 5-6%, ce qu'il n'aura jamais à la banque, en mettant 300 euros de côté tous les mois. Et puis deuxièmement, sécurité du neuf, c'est-à-dire que dans 15 ans, ou quand il aura envie de s'acheter sa résidence principale, etc., là, il pourra revendre, ça lui permettra d'avoir un très joli apport au moment de son envie d'acheter cette résidence principale. Je trouvais ça pertinent pour ce type de profil parce que ça allie sécurité, pas de prise de temps et d'énergie, puisqu'en plus, en l'occurrence, je l'accompagne, donc je m'en occupe. Est-ce que toi, ça te paraît quelque chose de cohérent ? Moi, ça me paraît très très cohérent, surtout que tu ne viens pas utiliser l'ensemble de sa capacité d'épargne, puisque j'ai cru comprendre que Grégoire pouvait se permettre d'épargner 500 euros. 500 euros. On va chercher dans les 300 et quelques euros. Ça permet de le sécuriser dans ce type d'investissement pour éventuellement plus tard en faire un second, pourquoi pas. Et ça lui permet de garder la tête froide, de ne pas être stressé par rapport à ce qu'on lui demande en termes d'efforts d'épargne mensuel. Donc, bien entendu, et il va goûter, j'allais dire, à la chose en se disant, mais finalement, tout ce que m'a proposé Paul Lequien fonctionne. Forcément, sur des petites surfaces, il y a aussi une demande locative extrêmement importante, donc il n'y aura pas de sujet de garantie de loyer, de garantie de revenus. Et encore une fois, c'est la location qui va lui permettre de financer à terme cet investissement. Donc, quitte à rempiler, comme on dit, ou à faire un autre investissement par la suite, mais de ne pas utiliser l'ensemble de sa capacité d'épargne, je trouve ça très judicieux. Tu l'as évoqué un peu plus tôt aussi, il y a souvent des gens qui nous disent « j'aurais peut-être dû le faire plus tôt ». Oui. Typiquement sur ce type de profil, et c'est ce que nous, on essaie de bien faire comprendre, c'est que
mettre 300, en fait, cette épargne mensuelle qui est celle de l'instant T des 300 euros, Oui. si elle doit évoluer, ce sera plutôt de manière décroissante. Elle risque plutôt de diminuer au fur et à mesure du temps, ce qui peut permettre d'en faire un prochain. Et surtout, dans des revenus, dans des premiers revenus en tant que jeune actif, les revenus évoluent, hein. Mm. On ne gagnait pas la même chose à 26 ans qu'on gagne à 50 ans. Donc, il y a cette logique de l'impact et l'effort, entre guillemets, qu'il y a à faire de mettre ces 300 euros de côté aujourd'hui sera plus le même, voire parfois devient même inexistant en fonction de l'évolution d'une carrière, parce que cette épargne a réduit et que les gens gagnent de plus en plus de revenus. Je pense que c'est intéressant. Et quand tu parles effectivement de l'épargne qui réduit, le montant finalement ne peut que réduire, parce que si on parle d'un crédit immobilier à taux fixe, c'est figé dans le temps, alors que le loyer ne fera qu'augmenter. Donc c'est en ça effectivement que c'est pertinent, puisque l'effort d'épargne à consentir, si c'est aujourd'hui 300, il peut descendre dans le temps. Et je pense qu'effectivement avec un profil jeune actif comme ça, il vaut mieux préconiser, comme on le disait tout à l'heure au début du podcast, une durée de financement la plus longue possible. Donc, je suppose que quand tu dis 300, c'est sur 25 ans. C'est En sur effet, 25 ans. D'accord. Bon, voilà. 25 ans. Donc, bien entendu. Avec une incitation fiscale aussi derrière, en l'occurrence, puisque si on peut aller utile à l'agréable, c'est bien de se dire que forcément, on paye de l'impôt sur le revenu. Et si on peut en récupérer une certaine partie, soit dans un format LLI, tu l'as évoqué, mais là, j'avais plus pensé à du loc avantage, en l'occurrence, avoir une récupération. Je trouvais ça pertinent. Le LLI, je l'ai plus préconisé sur d'autres situations. Ouais, alors ça peut aussi s'appliquer à du jeune actif. Oui, parce que là, on pourrait imaginer aussi sous une forme de LLI, pourquoi pas éventuellement. Ouais, aussi. Mais j'insiste peut-être, Paul, par rapport aux personnes qui nous écoutent, je n'en prends pas pour 25 ans. C'est-à-dire que je joue sur la durée du crédit la plus longue possible, comme on le disait tout à l'heure, mais j'enfonce le clou. Non, je ne suis pas pieds et mains liés sur 25 ans. J'ai toujours cette possibilité de rembourser le crédit avant son terme. Donc, si je veux revendre le logement, je revends le logement et je solde le crédit. Mais vu la soulte que je vais avoir, j'aurai aucun souci pour solder le capital restant dû. D'accord ? C'est très important, cela. C'est ce que j'expliquais aussi à un ami, pas plus tard que courant de la semaine. Aujourd'hui, investir dans l'immobilier, c'est pas juste un loyer et une mensualité. Il faut prendre en compte d'autres choses. D'où l'importance d'en faire une analyse et avoir des vraies simulations financières, parce que ça crée de la fiscalité ou pas en fonction du dispositif. Il y a des charges de copropriété qui sont plus ou moins importantes en fonction de si c'est de l'ancien ou du neuf. Tout ça, ça se chiffre. Quand nous, on vous parle de 300 euros par mois, c'est pas juste un différentiel, c'est-à-dire qu'on prend tout en compte, puisqu'on calcule réellement tout l'impact fiscal, les charges, vraiment les entrées et les sorties. En fait, c'est toutes les entrées, toutes les sorties en font ce delta-là. Donc, faut pas hésiter à... C'est un exemple concret pour que vous puissiez comprendre pourquoi ça peut être adapté dans ce type de situation. Maintenant, c'est encore une fois propre à chacun. Il faut aller au bout de la démarche pour comprendre dans la réflexion l'impact financier que ça a en termes d'épargne, mais aussi en termes de gains. Parce que comme tu le disais, si au bout de 15 ans, je revends, j'ai quand même amorti une grosse... Déjà à peu près la moitié de mon emprunt, si j'empruntais sur 25 ans. Donc, c'est pas moi qui ai participé à 100% à l'emprunt. En réalité, j'ai un loyer qui est venu remplir plus de 60%, voire 70% de ma mensualité. Donc, l'effet de levier et le gain réel à la fin, on est aussi capable de l'estimer. Mais à contrario, je suis capable de dire, parce que ça fait quelque temps qu'on travaille ensemble, que tu accompagnes tes clients. Le but, c'est pas de vous vendre quelque chose, encore une fois, pour vous vendre quelque chose. Le but, c'est de vous accompagner dans le temps. C'est aussi ça ton métier. Je sais que tu le fais très bien. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que il faut tout paramétrer quand on signifie un effort d'épargne, le reste à charge quelque part. Il faut véritablement qu'on prenne tous les paramètres possibles, ce que vous avez en tête, mais nous, tout ce qu'on connaît par cœur, pour que vous vous disiez, finalement, là, je peux y aller les yeux fermés, mais on ne va pas être là, on ne va pas partir en courant. Notamment, Paul va être présent régulièrement pour recevoir tous vos appels, toutes vos inquiétudes et surtout vous accompagner pour vos propres déclarations. Donc, aucun intérêt de vous minimiser quelque part les charges de fonctionnement. Tout est je dirais, préparé à l'avance pour se dire, voilà, finalement, j'ai fait une hypothèse un peu haute. Et si ça vous coûte que 280 ou 270, je pense que vous ne nous en voudrez pas. C'est un super exemple que tu donnes. Le cabinet avec lequel je travaille, qui est votre partenaire depuis une dizaine d'années au moins, ou facile, 2015, facile. Les fondateurs, typiquement, aujourd'hui, ça fait 25 ans qu'ils suivent certains de leurs clients, parce que le cabinet va avoir 25 ans. Donc, il y a une vraie logique de s'ancrer dans
en fait, la gestion de patrimoine aujourd'hui et l'envie de se construire un patrimoine, c'est pas éphémère, c'est pas du one shot, comme tu le disais, Oui, et ça s'ancre dans le temps parce qu'on évolue, nos objectifs de vie évoluent, nos besoins, l'envie de la sécurisation par la protection des enfants, typiquement, on l'a pas quand on est jeune actif, mais on l'a quand on a des enfants. oui. Euh, Voir la transmission. Voir la transmission Oui, aussi, et tout ça, c'est des choses qui se mettent en place et qui, pour être le mieux accompagné possible, doivent se mettre en place par un suivi sur le long terme. complètement, Paul. Le deuxième cas que j'ai relevé, là on est sur un couple d'une quarantaine d'années. Euh, je reste un peu vague pour une question d'anonymat. Je vais juste donner les prénoms, c'est donc Jean et Roman. Ils ont 2 enfants. Eux, pareil, ils mettent à peu près 700-800 euros par mois de côté. Aujourd'hui, ils ont un joli revenu, hein. Ils gagnent à peu près 80-90 000 euros à deux. Mhm. Ils ont un projet, pareil, dans l'objectif de protéger leurs enfants, parce que c'est assujetti, ils ont 2 enfants, le deuxième vient de naître. L'envie aussi, à long terme, peut-être de transmettre, et aussi ce sujet qui revient assez fréquemment, en tout cas qu'on rencontre, c'est le sujet de retraite, qui est quand même assez d'actualité, où aujourd'hui ça peut inquiéter pas mal de personnes. On a de plus en plus l'envie de se créer sa propre retraite en capitalisant, d'une certaine manière. Donc moi j'ai préconisé en l'occurrence le LELI, mais aussi le neuf, pour cette question de sécurité. De côté pérennité, si ça devait être un outil pour la retraite, c'est bien de se dire que pendant les 20 prochaines années, ils sont plutôt tranquilles, hein. Projet à 230 000 euros, 10 000 euros d'apport, à peu près 450-500 euros par mois. Le même rendement que pour Grégoire. Oui. Je sais pas ce que tu en penses, toi. Là, complètement, typiquement, on est sur une famille avec 2 enfants. Le sujet, l'opportunité du LLI prend tout son sens, puisqu'il y aura aussi ce sujet immédiat d'acheter au bon prix. J'achète forcément au bon prix parce qu'encore une fois, j'achète avec une TVA à 10% versus le même logement juste à côté qui sera vendu en résidence principale en TVA à 20%. Donc, de facto, j'ai forcément une bonne affaire à l'acquisition. Le montage qui fait d'acquérir via une personne morale, notamment la SCI, qu'on peut intégrer de A à Z, monter de A à Z. Attention, c'est extrêmement intéressant puisque ça nous permettra à terme d'organiser la transmission des parts, voire la succession. C'est très facile à organiser. On aura ce sujet, et c'est là où, encore une fois, le conseiller financier en patrimoine prend tout son sens, puisqu'il y a lieu de vous suivre dans le temps, puisque endetter les enfants, notamment les enfants mineurs, ça peut poser des questions, mais le socle est monté, la SCI est montée, notamment avec les 2 parents, et quand les enfants vont grandir, quand ils vont devenir majeurs, on pourra transmettre les parts de SCI pour qu'ils deviennent au fur et à mesure propriétaires avec quasiment aucun frais. Optimisation de la transmission. C'est optimisation de la transmission, et ça prend tout son sens quand on a des familles en face de nous avec des enfants qui veulent aujourd'hui placer au quotidien, qui veulent aller chercher une rentabilité, qui veulent utiliser l'effet de levier du locataire, mais qui veulent aussi penser à leur famille, à leurs ayants droit, soit leur retraite, soit commencer à procéder à la transmission de leur patrimoine, et de manière, entre guillemets, c'est pompeux, mais intelligente, en évitant la grosse fiscalité de transmission des parts par la suite. Voilà. Donc la SCI, et en l'occurrence... le véhicule tout trouvé pour ce type de personnes. Et donc pourquoi le neuf? Pour résumer, parce que premièrement, sécurité. Oui. Pour tout ce qu'on a évoqué durant le podcast, soit Qualité. les avantages, la qualité, le côté périn. Deuxièmement, incitation fiscale, parce qu'avec la SCI, en ce moment, il y a un dispositif qui est qui est tout à fait adapté, hein, pas plutôt, c'est tout à fait adapté. Oui. Donc, à mon sens, des choses pertinentes. On précise juste, encore une fois, c'est 2 cas un peu isolés. L'idée, c'était que vous compreniez comment et pourquoi est-ce qu'on préconise l'investissement, en l'occurrence, dans ce genre de situation dans le neuf. C'est pas systématique. C'est propre à chaque situation. Il faut surtout ne pas hésiter à aller faire un bilan patrimonial, analyser une situation en particulier. Moi, c'est mon métier, donc surtout les clients que je rencontre, c'est dans cet objectif-là, c'est celui de faire les bilans patrimoniaux pour tout simplement préconiser les solutions qui sont adaptées. Puis un paramètre important, c'est gratuit. C'est Vaut gratuit. mieux prendre une demi-heure, 3/4 d'heure de son temps pour savoir si j'y vais ou si j'y vais pas dans ce type d'investissement locatif. C'est mieux de rencontrer Paul, de voir j'y vais pas, mais avoir toutes les astuces, voir comment ça fonctionne pour le faire. Mais c'est quand même extrêmement important de consacrer un peu de temps à sa gestion de patrimoine et à ses placements. Et je sais que Paul, tu raconteras les choses dans des mots, dans des termes clairs, simples, pour que tout le monde comprenne.
On part C'est toujours le du but. principe que si tu comprends pas, t'achètes pas, tout simplement. Donc il faut comprendre comment ça fonctionne. Et voilà, donc je vous incite à rencontrer Paul, tout simplement. Merci. Pour conclure, donc j'espère qu'en tout cas on aura répondu et démystifié tout ce monde de l'investissement dans le neuf, que vous allez comprendre les clés de tout cet effet de levier, sans faire de mauvais jeu de mots, tout simplement d'investir et de se faire accompagner. Est-ce que tu as une dernière petite phrase pour conclure, Loïc? Non, écoute, merci de cette invitation, Paul. Moi, encore une fois, le but n'était pas de faire le schéma l'immobilier versus contre d'autres placements financiers. Je pense que dans une véritable gestion de patrimoine, il faut un petit peu de tout, il faut savoir équilibrer. Mais aujourd'hui, l'immobilier locatif prend tout son sens et j'encourage tous ceux qui peuvent nous écouter, encore une fois, à s'y intéresser et à te rencontrer. Je suppose que tu mettras tes coordonnées sur le podcast. Et voilà, ça ne mange pas de pain, c'est gratuit et prenez rendez-vous. Super, merci encore. Comme on l'a dit, dans les prochains podcasts, on va notamment évoquer le LLI. On évoquera la SCI parce que faut aussi l'expliquer, c'est assez long. On abordera aussi des thèmes un peu plus financiers. Donc surtout, n'hésitez pas à nous poser des questions, que ce soit à travers mes coordonnées directement ou par message. On répondra à toutes ces questions et puis venez me rencontrer. L'idée, c'est comme tu le disais, faire un bilan, ça prend 45 minutes, on va dire une grosse demi-heure. Et ça va vous permettre de comprendre les clés et de surtout savoir ce qui est fait pour vous et vers où il faut se diriger pour investir. Je tiens encore à te remercier, Loïc, de ta Avec plaisir. présence. Et puis merci et au prochain épisode.